Et tu te rappelles la vidéo So où t'as dû faire 15 versions différentes parce que YouTube aime pas quand on fait du sexe et de la violence? Ouais. C'était marrant quand même. Pas tant que ça, non? Tu connais le sujet de cette vidéo? Dans les années 80, l'un des techniciens de la société New World Pictures, donc celle de Roger Corman, grimpe un à un les échelons de la compagnie. Alors il fait un peu de tout, au département effets spéciaux surtout. Il bosse sur des made paintings, notamment sur cette bisserie absurde qui est la Galaxie de la Terreur. Je vous le conseille vraiment. Un jour, un producteur italien décide de choper un projet de suite d'une série B, produite par Corman justement. Cette série B, c'était un bête soudan de la mer, mais emballé avec talent. Tant et si bien que son réalisateur, Joe Dante, a gagné le respect de Steven Spielberg et s'est mis à bosser avec lui. Ce producteur italien cherche un réalisateur, alors il en engage un. Mais bon, apparemment ça lui va pas, donc il le vire aussitôt. Puis il finit par jeter son dévolu sur notre petit technicien. Alors le petit technicien, il se dit « Allez, c'est mon moment !» Il pense à Joe Dante et à sa carrière lancée. Alors il fait du mieux qu'il peut malgré le budget microscopique, les effets spéciaux pourris. Il se donne à fond et il se fait virer après 2 semaines. Parce que le producteur qui s'appelle Ovidio G. Assonitis, il avait jamais l'intention de laisser un réalisateur vraiment prendre les rênes de son truc. Il voulait le faire lui-même. Son vrai but, c'était de mettre un nom américain sur le générique, histoire de camoufler un peu le côté bis italien. Le film, c'est le prod qui l'a réalisé et notre pauvre technicien, il a surtout prêté son nom. Un nom alors tout sauf prestigieux, James Cameron. C'est d'ailleurs persuadé qu'il ne se fera jamais engager après ce Piranha 2, les tueurs volants, qu'il s'est décidé à écrire un film en toute indépendance, une certaine histoire de robots venus du futur. James Cameron s'est bien fait avoir par un producteur, mais alors attention, producteur c'est un métier hyper important, essentiel même. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour on fasse une vidéo à ce sujet en interrogeant des gens du milieu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Seulement certains d'entre eux ont tendance à un peu entretenir le cliché du prod véreux. Le réalisateur Alexandre Aja en sait quelque chose, il est parti aux États-Unis pour faire ses films, et il a dû composer avec des producteurs qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs, et ce notamment sur un film, Piranha. Ah, parce que vous pensiez qu'on allait parler du film de Joe Dante? Ah non, attendez, on est sur écran large, notre rubrique s'appelle Le doigt dans le culte. Évidemment qu'on allait parler de ce sommet de finesse. C'est toi qui vas avoir de sacrés problèmes si tu me filmes pas les nichons de cette bouffe volante! Ah, Piranha 3D. Bon, soyons sérieux, on nous reproche souvent de ne pas être objectif, alors soyons objectifs 5 minutes. Piranha 3D en quelques chiffres. C'est 1h28 à peine au compteur, générique compris, une demi-dizaine de caméos improbables, 300 000 litres de sang déversés, un record à l'époque, et bien évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paires de seins agités inlassablement comme le pompon de la ducasse du coin au plus près de la caméra pendant 1 heure. Ok, let's go. Oui, parce que passé 1 heure de film, elles se font toutes bouffer, donc elles ont plus trop le temps de se dénuder. Petit calcul d'ailleurs, ça fait quand même une paire de seins toutes les 4 minutes, ce qui est une certaine idée du rythme. Piranha 3D, c'est aussi le meilleur représentant de cette époque bénie, où James Cameron, et oui encore, est arrivé comme un messie et a fait « Tenez mes enfants d'Hollywood, je vous fais don du pouvoir de la 3D moderne. Comme moi, vous pouvez désormais expérimenter avec la profondeur de champ et créer des univers entiers dans toute leur grandiloquence. » Et là les mecs lui ont répondu « Attends, tu veux dire qu'on peut vomir des pénis dans la tronche du spectateur? Mais c'est trop bien !» Ah, c'était le bon vieux temps. Mais au-delà de sa misogynie décomplexée et assumée, du taux de couleur rouge dans le lac Havasu après le tournage ou de ces geysers de vomi en 3D, c'est surtout une comédie d'horreur très drôle et une série B hyper bien réalisée, malgré quelques contraintes, on va dire, mais on va y revenir. Et ouais, parce que Piranha est aussi l'œuvre de producteurs qui n'ont rien à envier au Ovidio G. Assonitis et qui ont vadrouillé dans l'industrie hollywoodienne très longtemps. Je parle, bien sûr, des frères Weinstein, je sais pas comment ça se prononce. Alors bien entendu, aujourd'hui tout le monde voit en Harvey Weinstein le symbole des violences sexuelles infligées aux femmes à Hollywood et ailleurs. Mais avant MeToo, ils avaient déjà la réputation d'être de très mauvaises personnes et des professionnels du cinéma particulièrement infernaux. Et Piranha 3D en est un bon exemple. Je voulais pas juste en parler parce que c'est pour moi la quintessence du divertissement débile, mais aussi parce qu'il en dit long sur la persévérance de ses auteurs et des artistes des effets visuels dont on parle souvent sur écran large. Une persévérance qui détache les séries B bien foutues comme Piranha 3D des autres, et vous allez voir qu'ici le cas est très concret et assez dingue. Tout d'abord, présentons les personnages de cette histoire. À ma gauche, j'ai Alexandre Aja donc, réalisateur français révélé par l'excellent Haute Tension qui continue sa vadrouille à Hollywood en compagnie de son ami et collaborateur Grégory Levasseur après son remake très réussi de La colline à des yeux et Mirrors. Et à ma droite, les frères Weinstein, Bob et Harvey. Au début des années 80, ils ont développé une boîte de distribution appelée Miramax et l'ont fait grandir jusqu'à la consécration de Sexe, mensonges et vidéos à Cannes en 89. À partir de là, ils font partie des producteurs les plus puissants à Hollywood et ils ont commencé à se forger malgré
malgré eux une petite réputation. Et pas la meilleure réputation puisqu'ils ont leur lot de productions complètement recoupées, voire même parfois complètement transformées au nez et à la barbe des cinéastes qui ont donc appris à se méfier du duo. Les anecdotes à ce sujet sont très nombreuses, hein. Je vous conseille de vous intéresser à la production de Mimic, qui a failli dégoûter Del Toro du cinéma hollywoodien, ou à la distribution américaine de Shaolin Soccer, dont on avait largement parlé lorsqu'on avait passé le film au grand écran large. Vous pouvez aussi aller voir les soucis rencontrés par le film Studio 54, par Martin Scorsese en personne, notamment sur Gangs of New York, par James Gray sur The Yards, James Gray qui a carrément dit à Jordan Minzer par la suite: Harvey Weinstein a fait en sorte que je n'ai plus de travail. Harvey was terrible. Harvey was terrible to actors and actresses. Harvey was really terrible to film directors. Plus récemment, il y a eu le cas Snowpiercer, où il y a carrément eu une pétition et un bras de fer de plusieurs mois pour que le film ne sorte pas complètement mutilé sur les écrans américains. Bref, Aja avait déjà travaillé avec eux sur La colline à des yeux, mais c'est bien avec Piranha qu'il va faire l'expérience de leur lubie, on va dire. Mais reprenons depuis le début. Déjà, il faut bien dire que malgré ce qu'on a pu lire ici et là, et comme se tue à le dire Aja à longueur d'interview, Piranha n'est pas un remake. C'est juste un autre film avec des piranhas. D'ailleurs, quand le scénario est arrivé entre ses mains, il s'appelait Lake Havasu, du nom du lac où se passe le Spring Break, et le nom du lac où ils vont tourner le film, alors que dans le film, il s'appelle Lake Victoria. Ça va, vous suivez? Et lorsque c'était un spec script, comme on dit, donc un scénario écrit spontanément qui cherche un réalisateur, il s'appelait Killer Fish. Aja reçoit donc ce scénario après haute tension, alors justement qu'il cherche à faire un film en anglais. L'idée est la même que dans le produit fini, avec le tremblement de terre qui libère une armée de piranhas préhistoriques sur une bande de Spring Breakers shootés au tas mal dosé et à la despéchaude. C'est alors une pure comédie, qu'il décrira plus tard comme un American Pie avec des piranhas, dans laquelle il cherche à infuser un peu de tension. Alors finalement, il part sur La colline des yeux avec Wes Craven, et le projet Piranha vogue de son côté, notamment à un moment entre les mains de ce bon vieux Chuck Russell, le mec qui a réussi à rendre jouissif une attaque de flanc communiste. Mais après La colline, Aja se voit reproposer le film par Bob Weinstein à travers sa filiale Dimension, et donc il retouche le scénario avec son acolyte Grégory Levasseur. Bon, malheureusement, ils ne seront pas crédités au scénar, ce que le réalisateur va d'ailleurs regretter ici. Le tournage est repoussé, au grand dam de Aja, qui sait d'expérience que filmer dans un désert au printemps, c'est pas idéal, parce que le matériel fond et les gens fondent. Vous le savez peut-être, mais il y a des sortes de généralités qui sont régulièrement énoncées sur les tournages. On dit souvent que c'est difficile de tourner avec beaucoup de CGI, retenez ça, on va en reparler, que c'est difficile de tourner au bord de l'eau, que c'est difficile de tourner avec des gosses, que c'est difficile de faire de la 3D, et il manquait à Piranha qu'un sage apprivoisé pour en faire le bingo du tournage infernal. C'est d'autant plus un délire que malgré la nature, disons, potache du film, le cinéaste fait preuve d'une grande rigueur. Par exemple, il insiste sur un truc que personne ne fait, c'est-à-dire faire passer un casting aux figurants, parce qu'ils font pas que passer en arrière-plan, ils doivent danser sans musique, sauter dans la flotte, se bourrer la gueule sans se bourrer la gueule, et surtout se faire boulotter petit bout par petit bout. Et mine de rien, c'est pas facile, je vous laisse essayer devant une glace, et nous envoyer le résultat en MP sur Facebook. Il n'y a pas de jeu concours, c'est juste pour le plaisir. Du coup, ils les ont auditionnés, et ils leur ont filé des bracelets semblables à ceux des soirées du Spring Break, pour les différencier. Vous savez, les bracelets qu'on laissait pourrir sur notre avant-bras quand on était ado, pour que toute la classe comprenne bien qu'on était ivre-mort à la soirée du BDE. Voilà, c'est assez malin et il y a une attention aux détails qui peut amuser. On apprend dans le making-of qu'en rassemblant tous ces bateaux, ils ont fait attention à concevoir des bateaux à thème. Voilà, ça par exemple, c'est le bateau des bébés. Bon voilà, pourquoi pas. L'ambition du réalisateur est aussi évidente que louable. Retrouver le mojo des grosses séries B qui ont rendu les années 80 aussi amusantes, notamment avec une idée qu'il pousse dans ses retranchements. Le personnage principal, c'est pas ce Benetoulis, ces comédiennes transformées en animatroniques, la shérif super balèze, le scientifique beau gosse qui pleure la mort de ses collègues approximativement 0,86 secondes, ou même ces insupportables marmots. Le personnage principal, le héros, celui avec qui on tient, c'est cette nuée de piranhas voraces qui croquent tous ces gens qui sont pas des vrais gens. C'est de la chair à canon cinématographique qui va se faire éparpiller façon puzzle 500 pièces. Le point de vue est largement assumé avec ces plans subjectifs des piranhas qui annoncent non pas une menace invisible et inévitable comme dans Les Dents de la Mer, mais qui indiquent tout simplement la viande soule au menu, comme ce charmant fessier transformé en donut à vue de piranha, première victime d'un carnage qui, excusez-moi, mais quand même aujourd'hui dans les annales du cinéma gore. Le film reproduit et moque tous les schémas classiques du cinéma d'horreur d'exploitation. Par exemple, il ridiculise des protestants religieux, tout en jouant lui-même la carte du puritanisme, puisque pour survivre quand vous êtes une femme, il faut être pur et ne surtout pas faire tomber le bikini. Si vous regardez beaucoup de slashers, vous voyez très bien de quoi je parlais. On est donc sur une totale parodie qui en plus utilise la 3D, alors tout juste adoubée par James Cameron, pour nous balancer toutes sortes de fluides et de membres dans la tronche, qu'ils soient rattachés ou pas au corps de leur propriétaire. D'ailleurs, à la base, devait y avoir un caméo de Joe Dante et James Cameron, donc les réalisateurs des deux premiers Piranha, mais James Cameron a fini par ne pas vouloir le faire,
parce qu'à la toute base, ils devaient réaliser le film en vrai 3D, le dispositif que lui a mis en scène avec Avatar, mais ils ont dû changer d'avis à cause d'une histoire de réflexion d'eau, et forcément il a finalement laissé tomber, et il a même fini par un peu conspuer la manière dont la 3D est utilisée dans le film. Tu m'étonnes. La toute première scène s'amuse du côté Soudan de la mer du film, de Dante, en grignotant Richard Dreyfuss quand même, excusez du peu, et le tout dernier plan n'a d'autre but que de rappeler que tout ça n'est qu'une vaste blague, et que nos personnages sont de vagues silhouettes sur un buffet à volonté. Quand ils ne sont pas carrément caractérisés comme des piranhas vivants, c'est le cas du producteur porno, qui se passe volontiers du consentement des femmes qu'il emploie, qui est écrit, mis en scène et joué comme tel par Jerry O'Connell. Attends, non, c'est pas le bon film, voilà, ce Jerry O'Connell. Et là vous allez me dire, c'est bien beau là ton éloge de la foire à la saucisse et au melon, mais c'est quoi le problème avec les Weinstein? En soi, malgré la complexité du truc, ça s'est quand même plutôt bien passé. Eh bien le problème il vient d'une partie importante du processus de production, et qui est celui au sein duquel les frangins étaient connus pour agir le plus cruellement. Cette partie c'est la post-production, bref tout ce qui est fait après le film. Le montage sonore, l'étalonnage ou bien sûr les effets visuels. Et c'est très mal parti. Harvey me convoque un jour à son hôtel et il me dit voilà, il faut que tu me fasses confiance. J'ai 9 palmes d'or, 12 Oscars. Je sais comment faire de Piranha un très bon film. Et donc on est 1 mois avant la sortie du film et il me dit voilà, il faut que tu coupes toute la nudité et tout le sang du film. Donc je lui dis mais si on fait ça, il va rester peut-être 40 minutes, 45 minutes de film. Je le vois comme ça ne pas se démonter, me dire c'est pas grave, on va retourner le reste. Alors concernant l'argument de Weinstein, j'ai des Oscars, je sais mieux que vous, je vous conseille de vous renseigner sur la cérémonie de 99 et la victoire de Shakespeare in Love sur La vie est belle, Il faut sauver le soldat Ryan et La ligne rouge. Et sinon, eh bien, finalement le film a eu du bol parce qu'il y a eu une projection test et que le public a penché en faveur d'Aja, une projection test avant l'implémentation de nombreux effets spéciaux. Mine de rien, à ce niveau, il reste que la mise en scène, le montage et l'écriture, et c'est bien ça qui a sauvé le film une première fois. Ah oui, je dis une première fois parce que c'est pas du tout le plus gros problème rencontré par le film. Le principal problème rencontré par Piranha, il vient des piranhas. Les piranhas, en termes de design, sont principalement l'œuvre du creature designer Neville Page, qui sortait à l'époque de Avatar. Un design assez marrant, complètement over the top même, oui, parce que dans la vraie vie, un piranha, ça ressemble à ça. Et vous allez me dire, ouais mais c'est l'espèce préhistorique, donc ça veut rien dire. Et tout à fait, vous avez raison, mais le terme utilisé par Christopher Lloyd, donc Pygocentrus nathaneri là, c'est juste le terme scientifique pour les piranhas les plus répandus en Amérique du Sud. Après je dis ça, mais j'ai trouvé l'info sur piranha.fr, donc ça vaut ce que ça vaut. N'empêche que c'est ce design explicitement monstrueux, carrément cartoon en fait, qui selon Aja, là-dedans encore, a atténué un poil les gros problèmes qu'ils ont eu par la suite. Oui, parce que si vous regardez le making-of, qui fait quand même 2 heures et qui est relativement complet, vous vous dites, disons que la section consacrée à cette phase, elle est quand même assez maigre, alors que c'est une partie de la production qui est quand même très importante. Et sur un film pareil, imaginez, la quasi-intégralité des scènes ont été tournées avec l'idée d'incruster ensuite les piranhas dans les plans. Aja parle dans une masterclass qui a été donnée au Champs-Élysées Festival d'à peu près, c'est vraiment grosso modo, 400 plans truqués. Mais alors, pourquoi le making-of officiel n'en parle pas plus? Alors à la base, j'ai choisi de faire un doigt dans le culte sur ce film pour faire l'exégèse du gore festif, comme à mon habitude. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette post-prod que j'ai décidé d'angler la vidéo sur la collaboration avec les Weinstein et sur le rôle des artistes VFX. Car ce qui s'est passé, du moins comme le raconte Aja dans le podcast The Movie Crypt, c'est que Weinstein a bien failli saboter le résultat. Au moment d'entrer en post-production, la production avait déjà une société d'effets visuels, donc d'effets numériques. Et sur le plateau, le grand Manitou, c'était Derek Wentworth. Sauf qu'au moment de se retrousser les manches et d'y aller, Bob Weinstein a changé d'avis sur le conseil de quelques collègues de Dimension. Du coup, ils ont débarqué et ils ont fait « Dis donc, c'est pas mal ton truc, mais on pourrait le faire avec un tiers du budget avec d'autres personnes. » Alors, ces autres personnes, c'est pas difficile de deviner qui elles sont en parcourant un peu les génériques. En gros, c'est de gros habitués des fonds de tiroir de Dimension, comme les suites de Pulse. Ouais, il y a eu des suites à Pulse, c'est pas une blague. Alors, Aja essaye de se faire entendre, en vain, et en juin, 6 semaines avant la sortie du film, ils n'ont pas un seul piranha. Les nouveaux artistes VFX n'ont toujours rien à montrer à l'équipe. À Wentworth,
et Aja. Alors Aja commence à perdre espoir, et donc il se décide à prendre des mesures extrêmes. Il va voir la DGA, la Directors Guild of America. Vous savez, les syndicats d'acteurs et de scénaristes qui viennent de terminer leur grève? Et bah c'est pareil, mais pour les metteurs en scène. Et c'est auprès d'eux qu'il est possible de faire quelque chose de rare, mais qui fait son petit effet quand même, enlever son nom du film. C'est-à-dire le signer d'un pseudonyme, par exemple, comme Alan Smithy, hein, c'est le pseudonyme le plus connu. Ça vous dit pas quelque chose? Et ouais, c'est grâce à son nom qu'Alexandre Aja compte faire pression sur Weinstein pour sauver son film. Il fait un peu un reverse Cameron finalement. Bref, ayant eu vent de cette manœuvre, Bob Weinstein se décide à aller demander des comptes à la boîte en question, et devant le résultat, il déchire son chapeau et il vire tout le monde. Résultat, ils sont à quelques semaines de la sortie et ils font face à un mur. Moi je suis un stressé de la vie, hein. Je pense que dans cette situation, je fais un nervous breakdown, je fuis, je fais des faux papiers, je vais vivre en Amérique du Sud en espérant que les assureurs ne me trouvent pas. Hein. Voilà, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas réalisateur mais un rédacteur aigri qui critique les autres installés dans son canapé, entouré de charmants coussins. Et oui. Bref, c'est au cours d'un tournage pour le matériel promotionnel qu'il rencontre les gens de Tippett Studios. Et c'est d'autant plus intéressant que Tippett Studios est bien entendu l'émanation de Phil Tippett, immense monsieur des effets spéciaux qui avait bossé sur le premier Piranha en 1978. En l'occurrence, c'est Matt Jacobs qui s'occupe de superviser ces effets. I recall Phil Tippett seeing that and he kind of laughed. He was like, I didn't know fish roar. So I think he had a bit of an issue with that. And I was like, look, I'm just here to do what people asked me to do. And there were a couple of things they wanted to do. They weren't shots for the film. They were just, promo pieces. I went down and we shot for a day or two. We did the shooting and then we went to the production office where they were actually working on the movie. And they kind of familiarized me with, the things they were doing. I don't know if I can honestly say it was going very smoothly. I think one of the biggest things that I think was lighting and animation. When the creatures were all pretty much signed off on. The design of the piranhas, and they were very cool looking. We submitted our first round of presented our work for the first time. As I got a phone call the next day and it was like, hey, the director of the movie wants to talk to you, and the production side visual effects supervisor and producers want to talk to you. You need to get on a phone call right now. I was like, well, what'd I do? Are we in deep trouble? I thought we'd screwed up somehow. And anyway, Alex got on the phone with another supervisor, Derek Wentworth, and they were like, well, what'd you do to our fish? And I was like, well, I don't know. What do you mean? What'd I do to your fish? And they're like, well, it looks like, better than we've ever seen it before. It actually looks like what we want it to look like for the movie. What'd you do? And I was like, I don't know, man. We just made it look good, made nice, beautiful lighting, and we had caustics and done some nice shader work with the scales and the reflections of the fish scales. And, the animation was pretty cool. It was like the first pass of it. It was a shot where the girl's sitting screen right and she's up against, and then the fish comes in and roars. Comment on fait déjà pour couper sa tronche sur un Apple Teams? Parce que j'ai essayé là et j'ai pas réussi. Long story short is they saw what we had done with the fish. I think it was a big leap forward as far as the look. Another thing I recall too is, the motion of the fish. You don't want the fish to be it starts looking stupid, right? If they look like rubber fish. So that was a little bit of exploration for the animators, working with the effects guys, making that look good. One nice thing about working at Tippett Studios, we had a stage. So, we brought a flare down onto the stage and we, I think lit one off and filmed it and then literally stuck that on the end of the flare. Faut se représenter le peu de temps qu'ils avaient pour tout changer. D'autant qu'une fois leurs effets rendus, ils devaient encore les filer à Inordi. C'est donc la compagnie engagée pour s'occuper de la 3D, puisque le film est post-converti, donc la 3D est travaillée en bout de chaîne. J'interromps un instant Mathieu parce que quitte à parler de 3D, autant le faire avec notre partenaire sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma qui met vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France, sur leur site internet ou même sur leur chaîne YouTube. Que vous soyez passionné de technique ou néophyte, tout le monde peut s'y retrouver. Du coup, je leur ai demandé conseil pour vous parler aujourd'hui de 3D à la maison. Parce que même si elle a pas mal disparu des téléviseurs à partir de 2016, eh bien ça intéresse encore. Et on en a eu la preuve récente avec la rupture de stock du Blu-ray 3D d'Avatar 2.
En fait, la 3D à la maison est souvent plus impressionnante que celle au cinéma. Et pour ça, il faut s'équiper d'un lecteur Blu-ray capable de lire des Blu-ray 3D et de le lier via HDMI à un vidéoprojecteur compatible, en sachant que la plupart des fabricants en proposent. Dernière étape, il faut acheter des lunettes. La très grande majorité d'entre elles disposent d'une batterie rechargeable offrant 40 à 100 heures d'autonomie, soit plusieurs dizaines de films. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que la 3D à la maison est active et non pas passive comme dans les multiplex, où vos yeux font le gros du travail pour créer l'effet de perspective, d'où les maux de crâne. Les films tournés en 3D sont captés avec 2 caméras juxtaposées, dont l'écartement est similaire à celui entre vos 2 yeux. Une caméra filme l'image destinée à l'œil droit, l'autre celle destinée à l'œil gauche, et en rassemblant ces images, on obtient le relief. Autre solution, post-convertir cet effet après tournage, comme Piranha. En 3D active, le vidéoprojecteur diffuse l'image destinée à l'œil droit, puis l'image destinée à l'œil gauche plusieurs dizaines de fois par seconde. Les lunettes 3D actives intègrent un module synchronisé avec le vidéoprojecteur qui déclenche autant de fois par seconde l'ouverture et la fermeture de chaque verre pour que chaque œil reçoive l'image qui lui est destinée et paf, ça fait des chocs à pic. Détail important, il existe 3 technologies différentes pour synchroniser les lunettes avec le vidéoprojecteur et qui ne sont pas compatibles entre elles. Il y a la synchronisation infrarouge, la synchronisation RF, c'est-à-dire par onde radio, et la synchronisation DLP-Link, cette dernière étant intégrée nativement dans tous les projecteurs DLP 3D. Donc avant d'acheter des lunettes 3D, il faut bien vérifier qu'elles utilisent le même mode de synchronisation que le vidéoprojecteur. Si vous voulez plus de détails ou que vous envisagez de vous équiper avec du beau matos, on vous invite à faire un tour sur le site sonvideo.com ou à aller dans l'une de leurs 16 boutiques en France. Tippett Studios n'est pas le seul à être engagé à cette occasion. Dans le podcast, Aja dit qu'ils ont embauché à peu près tout le monde avec le mail qui contenait les assets qu'ils avaient à ce moment. En fouillant un peu sur le Wide Web, on trouve l'histoire du VFX supervisor de Rooster qui s'appelle Christopher Gwynne, qui a été parachuté en urgence à Spin VFX à 3 semaines de la fin de la post-prod pour compléter ces 2 plans qui sont assez complexes. Ça là, c'est 250 heures de boulot et des centaines de simulations de fluides en 3 semaines. J'espère qu'ils payaient les heures sup. Et forcément, le budget a largement dépassé celui qui devait originellement être alloué à cette partie de la production. Finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis, alors quelques rares scènes ont dû être coupées. Genre lui, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais il disparaît en cours de film. À la base, il devait se faire bouffer le nez, mais malheureusement, ils n'ont pas fait les effets. La scène est dispo sur le Blu-ray, mais sans les piranhas, donc c'est un peu moins bien, quoi, forcément. Mais voilà, globalement, ils l'ont fait, donc franchement, bravo. Et ouais, vous connaissez le refrain, quand le producteur fout la merde, eh bien c'est toujours les artistes VFX qui trinquent. C'était le cas en 2010, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Antoine en a déjà longuement parlé dans ses vidéos sur le sujet. Bob Weinstein n'a d'ailleurs pas terminé d'emmerder le pauvre Alexandre Aja et Grégory Levaster, car toutes leurs idées de suite, et notamment une idée qui raccordait avec le premier Piranha, ont été court-circuitées pour donner Piranha 3DD. Pourquoi 3DD? Eh bien c'est une taille de bonnet aux États-Unis. Oui, c'est très fin. Et c'est exactement ce à quoi ressemblerait la note d'intention de Piranha 3D sans la persévérance d'Alexandre Aja et des artistes VFX qui ont bossé avec lui. C'est aussi vulgaire et relativement gore, mais il n'y a ni la mise en scène, ni les bonnes idées, ni la détermination inébranlable d'un réalisateur bien décidé à faire son film. Et pour les effets, ils ont baissé le budget, ils sont allés voir des gens moins chers donc, encore une fois, et ça se voit. Heureusement, il y a de l'espoir, puisque récemment, grâce à certains médias américains et surtout une visibilité des artistes eux-mêmes, leur travail est de plus en plus valorisé. À Marvel, qu'on a souvent dénoncé pour ce qu'ils faisaient subir aux boîtes de VFX, un syndicat s'est formé. Autre bonne nouvelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Weinstein sortent plus trop de films depuis 2018. Voilà, ça fait 2 producteurs n'ayant de respect ni pour le travail des cinéastes qu'ils emploient, ni pour les artistes qui sauvent littéralement leurs films, en moins. Du coup, pourquoi Piranha ça marche autant sur moi et sur les gens d'aussi mauvais goût que moi, donc vous? Eh bien aussi parce que des gens ont su tenir tête aux Weinstein et réparer leurs conneries. Nul doute que c'est la résolution qu'a pris le jeune technicien James Cameron avant d'aller faire Terminator. D'ailleurs, quand Harvey Weinstein est allé le voir à la cérémonie des Oscars 98 pour lui proposer de travailler chez, je cite, un ami des réalisateurs, ayant eu vent des torts qu'il avait causés à son ami Guillermo del Toro, il a bien failli le frapper avec son Oscar fraîchement remporté. Moins gore qu'un dépeçage par Piranha, mais ça reste une image très réconfortante. Un immense merci à Matt Jacobs pour nous avoir accordé un peu de son temps. J'aurais aimé aussi parler à Derek Wentworth et à Alexandre Aja, mais je n'ai pas réussi à les contacter faute de temps. Un grand merci aussi à Orchamp qui nous a autorisé à piquer des morceaux de leur super masterclass. Si vous voulez plus de détails, allez sur YouTube en entier. Je terminerai avec 3 petites recommandations. Tout d'abord, si vous aimez la carrière d'Alexandre Aja, je ne peux que vous
conseiller La 9e vie de Louis Drax, qui est passé totalement inaperçu en France et c'est bien dommage parce que c'est l'un de ses meilleurs films. Ensuite, si vous vous intéressez au milieu du Spring Break, mais que l'utilisation qu'en fait Pierna et à peu près tous les films du genre vous amuse pas trop, je comprends, je vous conseille un film qui devrait être en salle encore à l'heure où est diffusée cette vidéo, parce que notre monteur est hyper efficace. It's true. Ça s'appelle How to Have Sex et ça explore tout un autre versant de ces fêtes adolescentes avec un angle radicalement différent du film dont je viens de parler. C'est quand même totalement l'inverse, mais c'est excellent. Et enfin, il y a un truc super et très malin, ça s'appelle la réu d'écran large. Et si notre podcast, les derniers épisodes sont sur David Fincher et Martin Scorsese, oui, ça manque de sang, mais que voulez-vous, je fais pas la progra. Salut!